Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 15, fin de cette deuxième semaine qui a été extrêmement exigeante. On en avait parlé lors de la présentation. Je vous avais dit, cette deuxième semaine me faisait peur. Et en plus, comme les mecs n'ont pas débranché, elle a été très compliquée, très physique. Et cette dernière étape avec des coureurs qui sont quand même bien fatigués. Étape de la veille avec énormément de chutes. Et oui, il est déjà 14h33. On a déjà perdu beaucoup de coureurs sur la route du Tour au moment où j'enregistre. Ouais, une étape qui va être difficile encore aujourd'hui, avec une fin de journée compliquée, même s'il y a des grosses phases de transition quand même qui permettront, je pense, à une échappée d'aller au bout. Mais ça peut être une échappée avec des gros coureurs, parce que vous avez déjà des coureurs bien classés au général, mais qui sont en fait très loin au niveau du temps. Dans le top 10, on peut déjà être pas loin de 10 minutes, maintenant, au moment de ce Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, qui vous voyez en difficulté, ce que vous pensez de cette étape. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis on attaque tout de suite. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous faites un super thanks et je vous en remercie. Vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis, du côté des internets, vous avez également TikTok avec le débrief rapide juste après l'arrivée de l'étape. Et il y aura du contenu également pendant la Coupe du Monde de football féminin. On commence tout de suite avec cette étape numéro 15. Grosse fin d'étape avec quelques temps morts, on va dire, dans ces 80 derniers kilomètres, mais ça va quand même pas mal s'enchaîner. La première partie d'étape n'est pas si simple que ça, parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas de montée au classement de la montagne, il y a quand même quelques bonnes petites côtes qui ne sont pas indiquées au classement de la montagne. Et puis il va falloir réussir à enchaîner des cols. Parce qu'en fait, sur cette journée, on a deux enchaînements de cols, l'arrivée et puis au moment de Croix-Frie-Aravis. Alors, c'est pas les montées les plus dures, mais ça veut dire qu'on est sur des enchaînements d'efforts et ça, c'est pas toujours facile. En fait, pendant la journée, on va avoir des blocs de 30 minutes entrecoupés de passages un peu plus plats, mais à chaque fois, on a grosso modo 30 minutes de montée, un peu de plat, 30 minutes de montée, un peu de plat. Cet enchaînement d'efforts, il va falloir le gérer et ça va pas être facile sur cette étape. Et puis on arrive en fin de deuxième semaine avec une fatigue qui est maintenant très présente, surtout qu'on a eu des étapes très exigeantes et l'étape peut être compliquée à gérer, surtout si des leaders se retrouvent isolés. Dénivelé positif, c'est la deuxième étape avec le plus de dénivelé positif, 4483 mètres et en montagne vous avez 35 points au maximum, 37 points pardon, au maximum à récupérer. On regarde tout de suite le segment Strava. On regarde le parcours de cette troisième étape dans les Alpes. Étape qui va être un peu plus au sud, je dirais, que l'étape numéro 14. On va avoir donc une étape où vous voyez, hop, on part du côté des Jets pour rejoindre Saint-Gervais. On va faire une petite boucle aujourd'hui sur cette étape, parce que Léger, Saint-Gervais, c'est pas extrêmement loin. Là, en passant par les montagnes, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, début d'étape plutôt plat, passage à côté du lac d'Annecy, on contourne Annecy. Première difficulté du jour, le col de la Forclaz. Ensuite, le col de la Croix-Frie, enchaîné avec le col des Aravis. Et puis, on termine avec Saint-Gervais en fin de journée. Qu'on regarde un petit peu le col, les descentes, c'est un peu faut faire un peu attention parce que ça va aller vite l'enchaînement avec les Aravis. Le début de la descente des Aravis est un petit peu technique. Ensuite c'est un peu plus rapide. Et puis ensuite Saint-Gervais, comme on peut le voir, c'est pas très difficile au niveau technique, au niveau descente. Voilà, en sachant qu'il y a des routes qu'on va reprendre de manière similaire pendant 2 jours, parce que mercredi on partira du même endroit, donc ça va être un peu particulier, mais mercredi on repart du même endroit pour la dernière étape dans les Alpes. On regarde tout de suite le profil de cette journée. Donc Léger, les portes du soleil.
C'est quasiment l'une des étapes les plus longues en montagne de ce Tour de France avec 180 km. Et 3 cols de première catégorie pour un col de deuxième catégorie, un col de troisième catégorie, avec le col des Aravis, début de journée. On va dire en bosse quand même pour sortir des jets, et puis on redescend assez vite vers Cluse, Bonneville, pour atteindre le pied du col des Fleuries, 8 km 9 à 4,6 de moyenne, qui n'est pas au classement de la montagne. Alors, et voilà, ça fait partie des petites surprises, parce que ça aurait pu être indiqué au classement de la montagne, et ça aurait pu donner peut-être des points. On était à la limite entre 3e et 2e catégorie pour ce col des Fleuries. Et puis il y a également une montée du côté de Avernoz, 3 km 4 à 4,4 de moyenne. On passe par Annecy, comme je disais, le long du lac d'Annecy, avec le sprint intermédiaire à Bluffy. Ça sera au bout de 72 km de course, c'est-à-dire à 108 km de l'arrivée. Et ensuite, ça va quand même pas mal s'enchaîner, notamment en fin de journée. On aura le col de la Fort-Clase de Montmain, 7 km 2 à 7,4 de moyenne. Première difficulté du jour au classement de la montagne, col de première catégorie au kilomètre 83, c'est-à-dire à moins de 100 km de l'arrivée. Le col de la Fort-Clase de Montmain, c'est extrêmement dur sur la deuxième partie de montée. C'est court, 7 km, mais la dernière partie de montée est très compliquée, notamment avec un passage à 11% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Mais vous voyez, ces 3 derniers kilomètres qui sont au-delà de 9%. Donc c'est vraiment là où se joue cette difficulté du côté du col de la Fort-Clase. On redescend vers Faverges, le col du Marais, qui est un petit col de 3e, 4e catégorie qui n'est pas au classement de la montagne, 10 km 2 à 3,2 de moyenne. Avant la montée du col de la Croix-Frie au kilomètre 125, le sommet, c'est-à-dire qu'on sera déjà à moins de 60 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'on enchaîne quand même 3 difficultés en 70 km. Ce col de la Croix-Frie, 11 km 4 à 7,1 de moyenne, deuxième difficulté du jour. C'est pas mal régulier quand même, il n'y a pas forcément... alors il y a 1 km à 9,8, mais je dirais qu'on a un autre kilomètre à 9%, c'est régulier. Par contre, ça dure quand même 11 km et il n'y a pas beaucoup de moments de pause dans la pente, à part entre le kilomètre 3 et le kilomètre 5. On va avoir un petit kilomètre et demi comme ça avec une pente moins rude. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même pas facile le col de la Croix-Frie. Surtout que là, on enchaîne col de la Croix-Frie avec col des Aravis, avec une transition qui va être extrêmement rapide. Car 9 km après le sommet du col de la Croix-Frie, c'est le sommet du col des Aravis, 4 km 4 à 6,2 de moyenne. C'est pas la côte la plus dure, ce col des Aravis. Dans cette version-là, il y aura 500 mètres à 9,4%, mais sinon c'est assez roulant ce col des Aravis dans cette portion-là. Mais on aura enchaîné un gros col difficile, une montée juste après. Donc ça peut parfois vous mettre en difficulté le col des Aravis qui sera au kilomètre 134, c'est-à-dire à moins de 50 km de l'arrivée. On redescend vers Flumet, Megève, Domancy, très connu avec sa côte. Ça sera pas aujourd'hui, ça sera mardi, la côte de Domancy. Et puis la montée finale qui va en fait se décomposer en 2 parties. Il y aura la côte des Amerans avec énormément de pourcentage et puis ensuite la montée vers Saint-Gervais-Mont-Blanc. Mais si on cumule les deux, ça fait 10 km de montée pour arriver jusqu'à Saint-Gervais-Mont-Blanc. 1379 mètres d'altitude, on va encore pas très haut en altitude, c'est le col des Aravis qui est le sommet de cette journée à 1483 mètres. C'est vrai que cette année du côté des Alpes, on ne monte pas très haut, à part du côté du col de la Lauze qui là va être très très haut, très difficile. La côte des Amerans, donc comme je vous le disais, des très gros pourcentages, notamment un passage à 17%, 500 mètres à 16,2% pour commencer, mais dans la zone à 10,6%, il y a un passage à 17% selon les organisateurs. Vous voyez, donc c'est un vrai mur, très très compliqué. Comme diraient les Espagnols, c'est un bon petit répète-chaud, cette côte des Amerans, parce que c'est assez court, mais très dur en pourcentage. Et puis ensuite, cette montée vers le Bétex, qui est en fait la montée de Saint-Gervais. 2 km très difficiles à 9 et 10,8%. En fait, c'est les 3 à 4 derniers kilomètres, on va dire, qui sont les plus compliqués de cette montée du côté du Bétex. Donc on peut faire des écarts même en partant assez proche de l'arrivée. On regarde cette montée finale vers le Bétex. Bon, vous voyez, pas mal d'épingles dans le final. C'est là où il y aura les pourcentages les plus importants. Et puis ensuite, cette montée, une épingle lors du dernier kilomètre. Et puis 2 virages importants
je dirais, dans ces derniers mètres. Et encore un dernier virage à 50 mètres de l'arrivée. Je ne suis pas vraiment fan de ce genre de choses. À l'issue d'une montée de 7 km à 7,7 de moyenne, la largeur de la route sera plutôt bonne, je dirais, plutôt étroite, pardon, à 5 mètres. Donc il n'y aura pas de voiture de directeur sportif sur la fin, c'est bien indiqué ici, 2 véhicules légers autorisés par équipe, seulement au sommet, c'est-à-dire que les voitures de directeur sportif, je ne sais pas si elles pourront suivre la course. Donc ça c'est aussi important de voir, ça peut être comme le Puy-de-Dôme, un peu serré du côté de la montée de Saint-Gervais. Par contre, normalement, il doit y avoir du public à Saint-Gervais. Donc il faut faire attention si le public est pas organisé et pas ordonné, comme lors des étapes précédentes. On regarde tout de suite. Strava, les segments Strava pour cette étape. Du côté des segments Strava, on en a plusieurs, notamment le col de la Fort Classe de Montmain. 20 minutes 57, le record détenu par Alberto Losada. La moyenne chez les professionnels est de 29 minutes 39. Alberto Losada qui avait fait 20 minutes 57 à 20,7 km/h de moyenne. Une puissance en watts à 364 watts, mais je rappelle que c'est un petit gabarit. On regarde un Sean Quinn à 20,59, Reichenbach 20,59 à des vitesses de 20,7 km/h. Donc on devrait être à ces vitesses-là pour la montée. Surtout que c'est le premier col de la journée, grand col de la journée. Donc ça ne devrait pas vraiment péter. Quoique maintenant... on a parfois des grosses surprises dans la manière dont ça roule dans les échappées. Du côté du col de la Croix-Frie, 31 minutes 02 pour le record. La moyenne est de 43,41. C'est Romain Bardet qui a le record de cette montée en 31 minutes 02 à 21,7 km/h. Yann Boswell, 31,32 est deuxième. J'ai un Lorenz Stendam en 32,02 et un Lawson Craddock en 32,12 pour les temps sur cette montée. Un Jérémy Roy, par exemple, avait fait 32,38. On poursuit avec le col de la côte des Amerans, donc la première partie de ce final, côte des Amerans. Qui est donc le record de 8 minutes 39, c'est Romain Bardet. La moyenne chez les pros est de 12 minutes 12. Côte des Amerans, donc 8 minutes 39, 18,7 km/h pour Romain Bardet. Vous voyez, c'est extrêmement pentu et donc on a des vitesses qui sont extrêmement lentes parce que quand on est en dessous de 20 km/h chez les cyclistes professionnels, c'est quand même assez rare. Damiano Caruso, lui, est en 8,49 pour Ryan Barguil en 8,58. Et si je descends un petit peu, un Houghton Toulouse qui avait fait 9 minutes 34, donc à 16,9 km/h. Il est quand même 7ème de ce classement. Donc à moins de 17 km/h, on a quand même des mecs qui sont bien classés dans ce classement. Et puis la montée du Betex, donc 19 minutes 02. La moyenne chez les professionnels à 25,38. Le record est détenu par Emmanuel Bourman. Romain Bardet est deuxième. Donc Bourman, c'était 19,02 avec 355 watts à 22 km/h de moyenne. Romain Bardet à 19,5. Et j'ai un Zandro Meurice, par exemple, en 21 minutes 19 et un Warren Barguil en 21,06. Nicolas Hédé en 19,59 à 20,9 km/h. Donc là aussi, c'est une montée difficile avec vraiment des gros pourcentages aussi sur la deuxième partie de montée, là où ça commence à vraiment chauffer du côté des jambes. L'histoire du Tour de France, eh bien on va revenir au Tour de France 1990 avec l'étape 10 qui est arrivée du côté de Saint-Gervais. Alors je me suis basé sur un résumé de mémoire du cyclisme et puis également un résumé télé qui est disponible, je crois sur YouTube, le résumé de cette étape. Je crois me rappeler c'était YouTube, c'était pas Dailymotion pour celui-là. Étape, mais alors c'est Magicrème, je crois, le nom de la chaîne qui avait cette étape-là. Je crois me rappeler. Étape très courte, seulement 118 km au programme avec la Colombière, le col des Aravis et la montée finale vers Saint-Gervais. C'est la première étape compliquée de ce Tour de France 1990 parce qu'en fait, c'est un tour, enfin les Tours de France dans les années 90, les Tours de France un peu Jean-Marie Leblanc, parce que c'est, alors je crois qu'il ne doit pas être encore directeur de course à ce moment-là, mais il y avait beaucoup de Tours de France où il y avait une semaine de plat, et c'était au bout d'une semaine de plat, 10 jours de course, c'est-à-dire après la première semaine, que ça commençait vraiment à déclencher. Et parfois, vraiment, on pouvait attendre très longtemps. C'est pour ça que les sprinteurs souvent étaient maillot jaune, parce qu'en plus, il y avait les bonifications aux arrivées. Depuis l'étape 1, avec l'échappée de la
deuxième demi-étape de cette étape 1, c'est Steve Bauer, le Canadien, qui est en tête du général. Il a 17 secondes d'avance sur Renan Pinsec qui fête son anniversaire sur cette étape. Le premier des favoris est Greg LeMond à 10 minutes au général. Ils sont 184 au départ, donc le début de tour n'a pas été vraiment très sélectif. Et il fait chaud du côté de Genève. On a même un intrus qui s'invite dans le peloton, mais rapidement il sera écarté de la course. Il ne se passe pas grand-chose jusqu'en Suisse, il va falloir attendre le kilomètre 4,34, donc après la traversée de la frontière, pour voir le Français Thierry Claverola de RMO attaquer. 4 coureurs le rejoignent, Conti, Robet, Gzvalzvol et Hernandez, premier attaquant. Ce dernier va être lâché rapidement, et puis pas de chance pour Gzvalzvol qui subit un problème mécanique, mais ça m'arrange parce que je n'arrive pas bien à le prononcer correctement. Dans le peloton, Stéphane Roche tente de sortir, mais très vite, il rentre dans le rang. Thierry Claverola est déchaîné. Il veut le maillot à poids de meilleur grimpeur qui est un objectif pour le coureur français. Robet est le dernier à lui tenir tête, mais il craque à 1 km du sommet du col de la Colombière. Petit point au sommet, Claverola est premier. À 35 secondes, nous avons Conti. À 52 secondes, Robet, mais qui est vraiment en souffrance. Et à 1 minute 23, Capucci, Millard, Martinez-Torres à 1,34, le groupe des favoris. Et le maillot jaune, lui, est distancé. Steve Bauer à 2 minutes 10. Le Canadien arrive à revenir dans la descente. Dans le col des Aravis, Thierry Claverola fait un sacré numéro, il roule sur un gros rythme avec un très bon coup de pédale. La situation était sans avantage car il n'a plus qu'un adversaire à surveiller. C'est Conti qui passe à 1 minute 47 au sommet du col des Aravis. Robet est à 2 minutes 40 et le peloton juste derrière à 3 minutes. Tous les favoris sont présents dans ce groupe, sauf Jean-François Bernard et Luc Leblanc qui sont définitivement distancés à 5 minutes 10. Afflumé au kilomètre 91, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Thierry Claverola est toujours en tête. Son avance sur Conti est stable à 1 minute 40 désormais. Dans le peloton, la course s'anime. Le soviétique Konichev décide de sortir seul. Il veut sauver son maillot à poids car Claverola est le nouveau leader virtuel de ce classement. En sachant que c'est la première fois où on a des coureurs soviétiques sur le Tour de France. La chute du mur en 1989, Tour de France 90 et donc la premier Tour de France après la chute du mur. Le futur russe Konichev est repris par 13 coureurs. On a Denins, Simon, Cornillet, Montoya, Mora, Winterberg et puis dans un deuxième temps, Charlie Motet, Ampler de Lyon, Buondi, Nellens, Éric Boyer ou encore Gorosp. Au pied du dernier col à 8 km de l'arrivée, la victoire semble promise aux coureurs de RMO. Thierry Claverola qui a 2 minutes d'avance sur Conti, les poursuivants sont à 2 minutes 25 et le peloton à 3 minutes 40. Dommage pour Conti à 5 km de l'arrivée, il est repris par le groupe des poursuivants. Emmené par Charlie Motet, le coéquipier de Claverola qui fait un gros rythme, il veut reprendre le temps perdu sur le contre-la-montre. Dans le peloton, ça roule fort et Boer est distancé, le Canadien est à 1 minute 10 du peloton des favoris. C'est un grand jour pour les Français avec Renan Pinsec qui résiste à l'attaque de Delgado. Il s'accroche avec les meilleurs pour prendre le maillot jaune. Thierry Claverola s'impose avec la manière et il prend la tête du classement du maillot à poids. Renan Pinsec finit avec les favoris, il prend le maillot jaune le jour de son anniversaire. Le Tour de France 90 est remporté par l'équipier de Renan Pinsec, Greg LeMond. Et Renan Pinsec, il est aussi connu pour son travail sur la réalisation du Tour de France, insistant notamment de Jean-Marie Hogg et d'Anthony Forestier, celui qui normalement sent la course et indique à quel moment il faut changer de caméra. Thierry Claverola remporte le maillot à poids en 1990 et il fait top 10 sur le Dauphiné, encore le Tour du Pays Basque. Bon, il aura une fin de vie un peu moins charmante. Il va reprendre un café, puis en 1999, il cause un accident de la route en état d'ébriété. 4 personnes sont blessées gravement et il ne se remet jamais de cet événement et il se suicide la même année. Le cycliste du jour, c'est un Suisse aujourd'hui, Sebastian Reichenbach. On est à côté de la Suisse pour le coureur de la Tudor, professionnel depuis 2013, leader, puis le lieutenant, notamment de Thibaut Pinot. 14e du Tour de France 2016, 15e du Giro 2017 également, champion de Suisse 2019, 4e de Tirreno Adriatico en 2016, Trofeo Matteotti en 2013. Coureur qui a souvent eu des bons résultats et puis coureur important autour de Thibaut Pinot. Il était même triste l'année dernière
quand il avait appris le départ de Sébastien Reichenbach. Du côté de la météo, le temps est ensoleillé, mais parfois des averses de pluie légères pourraient humidifier les coureurs. Température entre 25 et 28 degrés en pleine. Vent d'ouest en début de journée, sud-ouest sur la fin, quasiment tout le temps de côté, rarement défavorable. Dans le col de la Forclaz, il fera 29 degrés, un ressenti à 37 et du vent à 30 km/h. Pas d'indication sur la direction du vent. Donc je pense que c'est un vent d'ouest, donc plutôt de côté. Du côté du col de la Croix-Frie, 22 degrés au sommet. Vent entre 10 et 50 km/h, vent de sud-ouest qui sera donc de dos. Et puis à Saint-Gervais, 30 degrés, vent de face dans le final, entre 10 et 45 km/h. Du côté de la stratégie, moi je vois une grosse échappée de plus de 25 coureurs, avec la victoire au bout, et bagarre pour le maillot à poids, et bagarre entre leaders qui ont perdu du temps. Victoire d'un des ténors du classement général, mais j'y crois moins sur cette étape. Du côté de mes favoris, surtout qu'on se concentrera peut-être déjà sur le contre-la-montre du lendemain. Mes favoris, j'ai mis David Gaudu. Il a dit qu'il voulait chasser les étapes. Eh bien, c'est peut-être une journée qui peut lui convenir. Kevin Vermarque, avec un Romain Bardet qui en plus est tombé et me semble-t-il a abandonné, ça risque d'ouvrir des possibilités pour les équipiers. Michael Wood, on l'a peu vu depuis sa victoire au Puy-de-Dôme, ça peut peut-être lui donner des idées, surtout qu'il y a des gros pourcentages encore. Et puis en grosse cote, j'ai mis Mikel Landa qu'on a peu vu. Peut-être qu'à un moment, il va sortir de sa torpeur et attaquer. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h05, le sprint intermédiaire à Bluffy entre 14h56 et 15h05. Col de la Forclaz, le sommet entre 15h19 et 15h32. Le pied du col de la Croix-Frie entre 16h02 et 16h21. Le sommet entre 16h31 et 16h55. Et l'arrivée est prévue tardivement entre 18h et 18h36. Donc, du côté de la vidéo, elle pourrait être en ligne un peu plus tard que d'habitude. Mais ça, je vous le marquerai dans l'onglet communauté. Il se peut qu'elle soit en ligne à 21h15, 21h30 maximum. Voilà, le temps d'enregistrer, le temps d'uploader, ça peut prendre un petit peu de temps sur cette étape. Mais là, déjà, je m'inquiète un petit peu parce qu'avec l'arrêt de plus de 30 minutes avec les ambulances, l'étape va arriver un petit peu plus tard déjà aujourd'hui. Donc, on peut faire l'étape de la veille pour vous. Donc, déjà, je suis un petit peu inquiet au niveau des horaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mairie Production. Juste après l'arrivée sur TikTok, 21h sur YouTube. Demain, départ fictif. Vous pouvez poser vos questions, j'avais oublié. Et puis, nous, on se retrouve donc mardi, présentation 7h pour l'étape du contre-la-montre. Le seul contre-la-montre de ce Tour de France, l'étape numéro 16. Allez, ciao, ciao sur la Mairie Production.